La prophétie l'impose, gagner le Mortal Kombat ne doit pas dépendre du hasard. L'histoire présente une famille heureuse dans la colonie de Hanzo, vers l'année 1617 au Japon. Ce matin-là, le père et le fils reviennent avec l'eau demandée par l'épouse. Pendant qu'ils discutent des tâches matinales, le petit entend les pleurs de sa sœur et court la chercher. Avec ses deux enfants heureux, Hanzo se sent satisfait de sa vie et prend un moment pour remercier son épouse, Harumi, d'être toujours à ses côtés. Cependant, comme les guerriers ne se forgent pas dans des histoires qui finissent bien, la tragédie guette dès que Hanzo se dirige vers le puits. Soudain, un froid intense et inhabituel envahit la maison. Quelques secondes plus tard, une épée transperce la porte, laissant une tache de sang qui alerte la famille du danger imminent. Harumi entend clairement que des hommes cherchent son mari, et suivant ce qui était prévu, elle cache son bébé sous le plancher. Juste avant qu'ils ne parviennent à s'enfuir, un individu vêtu d'une tunique bleue et armé d'une épée apparaît, exigeant de savoir où se trouve Hanzo. Malgré la menace, elle refuse catégoriquement de le dénoncer, gardant secret l'endroit où il se trouve alors que l'atmosphère devient de plus en plus sombre. Y violento para los presentes en la modesta vivienda japonesa. Cet individu s'avère être Sub-Zero, qui utilise ses pouvoirs glacés pour assassiner la famille de façon atroce. Le cri déchirant de son épouse en mourant est entendu par Hanzo, qui court désespérément depuis le puits en essayant de la sauver. Cependant, il arrive trop tard. Sa femme et son fils gisent comme morts dans le jardin, transformés en statues de glace, un message direct sur son propre destin. Pendant les instants suivants, Hanzo pleure la perte de ses êtres chers. Des hommes armés s'approchent par l'arrière pour l'attaquer. Dès que l'agression commence, Hanzo déchaîne une colère incontrôlable contre eux. Il élimine d'abord 2 puis 3 hommes, jusqu'à ce qu'une demi-douzaine tombe sous sa lame. Le plus impressionnant arrive quand il attache un kunai à une corde. C'est son arme ultime, capable d'être lancée à grande distance pour attirer l'ennemi et effectuer des coupes précises sur des points vitaux. Observant tout depuis un rocher, se trouve Sub-Zero, attendant le moment opportun pour affronter Hanzo. Son rival lui promet que ce même jour, il mettra fin à sa lignée et à son clan, le Shirai Ryu. Après de nombreuses années de conflit, leur extermination totale sera finalement accomplie par le guerrier de glace. Une seconde plus tard, Hanzo lance son kunai au visage du méchant, qu'il esquive en ne subissant qu'une petite coupure. Le combat mortel commence officiellement. Sub-Zero esquive habilement les attaques de Hanzo, saisit le kunai en plein vol et le plante dans son abdomen. Il agite ensuite la lame à l'intérieur pour accentuer la douleur. Il la soulève de quelques centimètres, provoquant une blessure profonde et atroce. Cependant, ce n'est pas la fin de Hanzo. Il parvient à se ressaisir et riposte, infligeant plusieurs coupures à son ennemi. Lorsqu'il a l'occasion de transpercer le crâne de Sub-Zero avec son kunai, le méchant réagit à la dernière seconde et le projette au loin avec une force impressionnante, montrant clairement qui domine le combat. Finalement, Hanzo est poignardé directement dans le cou. Sub-Zero prend soin de faire bouger la lame, suffisamment longtemps pour assurer une mort extrêmement lente. Dans son dernier souffle, le guerrier voit son héritage s'effondrer, tandis que le froid s'empare de ses sens, marquant la fin de l'affrontement, et le destin tragique du protecteur du clan lors de cette journée sanglante dans l'ancien Japon. Perdant beaucoup de sang, la mort de Hanzo est certaine. Cependant, en entendant les pleurs de son bébé, il retrouve des forces et tente d'atteindre la maison. Il s'effondre dans le jardin et finit par mourir. À cet instant, un feu jaillit de ses mains, enveloppant son corps jusqu'à le réduire en cendres. Quelques secondes plus tard, un épais brouillard envahit les lieux et de puissants éclairs frappent le jardin, brûlant les fleurs et révélant un homme. Il remarque la terre brûlée et le kunai, comprenant que Hanzo a quitté ce monde. En entendant le petit, il le sauve et disparaît dans une tempête électrique. L'histoire fait un grand saut dans le temps. Des siècles ont passé et nous voyons un homme nommé Cole. C'est un excellent combattant, mais la pauvreté et le manque d'argent l'accablent. Cet après-midi-là, il affrontera un individu nommé Ramirez, qui possède plus d'expérience et de nombreux knockouts à son actif. Si Cole veut s'imposer dans le circuit, il devra le vaincre rapidement. Le jeune homme, lié à un héritage perdu, se prépare à un combat pouvant bouleverser sa vie économique et professionnelle, affrontant un héritage de sang séculaire. Une fois le combat commencé, Cole ouvre avec un coup de pied Superman, surprenant Ramirez avec une série de coups inattendus. Cole domine d'abord, mais Ramirez utilise son expérience pour le piéger avec une prise. Au même moment, un inconnu arrive à la salle de sport en cherchant quelqu'un. En regardant vers le ring, il semble avoir trouvé sa cible. De retour au combat, Cole frôle la victoire et Ramirez est à 2 doigts d'abandonner sur le tapis. Cependant, face à l'excès de confiance du jeune homme, le vétéran le piège à nouveau avec une prise au cou.
Sous une pression insupportable, il force Cole à abandonner et ajoute une victoire à son palmarès. Pendant ce temps, dans l'Outworld, les forces pour le combat mortel commencent à se rassembler. La prophétie les hante, suggérant qu'il pourrait perdre le 10e tournoi. Néanmoins, Sub-Zero assure fermement à son monarque que cette prophétie est morte depuis longtemps. Il affirme froidement que Hanzo est du passé, et qu'il l'a exterminé lui-même il y a des siècles. Avec cette déclaration, le guerrier de glace écarte toute menace du passé, ignorant que la lignée de son ancien ennemi persiste. Pendant que les préparatifs pour le tournoi ultime avancent inexorablement vers un affrontement qui décidera du destin de tous les mondes impliqués dans cette dispute millénaire, l'empereur ne compte absolument pas manquer un tournoi pour pouvoir envahir la Terre et réclamer le contrôle total de ce qui leur a toujours appartenu de droit. Il envoie donc Sub-Zero chez les humains pour éliminer les champions voulant participer au tournoi, assurant ainsi la victoire de son camp sans rival. Pendant ce temps, dans les vestiaires de la salle de sport, Cole digère sa récente défaite. Après une vision étrange et terrifiante devant le miroir, il choisit d'ignorer l'événement et rejoint sa petite sœur, qui l'attend pour rentrer. Cependant, leur départ doit attendre, car l'individu précédent les intercepte. C'est Jax avec une proposition cruciale. Avant de parler, Jax veut d'abord vérifier si la tache de naissance de Cole a bien la forme d'un dragon. Une fois confirmé, il lui dit qu'ils parleront plus tard, et les laisse partir. Quelques minutes plus tard, Cole dîne avec sa famille pendant que sa femme rentre du travail. Non loin de là, Jax surveille depuis sa voiture, recevant l'ordre final. Peu importe que Cole soit avec sa famille, il doit accomplir sa mission immédiatement, sans tenir compte des autres. Quelques secondes plus tard, il se met à neiger de façon inattendue, alors que ce n'est pas la saison. Plus étrange encore, les flocons tombent seulement sur Emily. À cet instant précis, toute la table commence à geler rapidement. C'est à ce moment-là que Sub-Zero fait son apparition, transmutant la neige en énormes blocs de glace qu'il lance contre le restaurant où Cole et sa famille dînaient. Heureusement, Jax arrive dans une camionnette et leur crie de monter immédiatement. Emily aperçoit Sub-Zero juste avant qu'il ne lance son attaque. Une nouvelle salve de projectiles glacés, mais Jax accélère et il s'échappe. Durant la fuite, Jax révèle à Cole qu'il a aussi la marque du dragon. Il lui dit que ce n'est pas une simple tache de naissance, mais une invitation à combattre. Tant que cette marque sera sur sa peau, les ennemis le traqueront et tueront quiconque entravera leur chemin jusqu'à son élimination. Avant qu'ils ne parviennent à s'éloigner du méchant, celui-ci apparaît soudainement devant le véhicule. Jax descend du camion et ordonne à Cole de s'enfuir à une adresse dans l'Indiana. Chercher Sonya Blade, qui lui expliquera la suite. Ensuite, il sort un fusil à pompe du coffre et se prépare à affronter le redoutable Sub-Zero dans un duel inégal. Le méchant se cache dans un bâtiment abandonné. Jax y entre pour inspecter. Quelques secondes après, l'agresseur surgit derrière lui et gèle son arme au contact. Bien que Jax parvienne à appuyer sur la gâchette, les balles s'arrêtent dans les airs, totalement immobiles et gelées. D'un coup précis, Sub-Zero brise l'arme en morceaux et s'en prend à Jax. Même doté d'une force colossale, l'humain ne rivalise pas avec les pouvoirs du cryomancien. Malgré le courage de Jax, Sub-Zero reste impitoyable. Lors de sa prochaine attaque, il gèle les poings du soldat, puis ses bras s'effondrent. Privé de ses membres, le combattant est expulsé dans le vide d'un coup de pied pour garantir sa mort. Pendant ce temps, Cole parvient à mettre sa famille en sécurité dans une cabane en périphérie, déterminé à partir pour les protéger, même si sa femme essaie de rester positive en croyant à la victoire de Jax. Cole ne se reposera pas tant qu'il n'aura pas confirmé la fin du danger. Il cherche donc Sonya Blade pour comprendre la situation et savoir quand revenir. Pendant ce temps, dans les montagnes reculées et glaciales de l'Outre-Monde, on nous présente Milena, une participante mortelle du tournoi qui attend le début de la compétition. Le destin des champions de la Terre ne tient qu'à un fil face à la menace imminente dans l'ombre. Elle est chargée d'informer l'empereur que Sub-Zero a réussi l'une de ses chasses. Il a réussi à éliminer un participant, bien qu'un autre soit toujours en fuite. Il est possible que Lord Raiden remarque qu'ils enfreignent les règles, ce qui entraînerait de graves conséquences. Cependant, l'empereur n'est pas prêt à risquer sa série de 9 tournois gagnés simplement pour respecter les règles. Il considère que le monde humain lui appartient, et qu'il sera bientôt à lui. Pour accélérer les résultats, il ordonne à Milena d'envoyer le reptilien sur Terre afin d'exécuter tous les champions restants, au plus vite. Quelques heures plus tard, Cole arrive à l'endroit indiqué, un quai désert. En entrant pour inspecter les lieux, il est attaqué par une femme qui le plaque au sol et le met en joue. Cole lui explique précipitamment que Jax l'a envoyé, et que sa seule intention est d'assurer la sécurité de sa famille pour reprendre le cours de sa vie. Elle lui demande de montrer la marque du dragon. Après l'avoir vérifiée, elle baisse son arme et se montre plus disposée à dialoguer. Dans ce refuge lugubre,
La guerrière commence à révéler l'ampleur du conflit, tandis que les ombres de l'outre-monde planent sur le quai, et que le destin de Cole se lie définitivement à la lutte pour la survie de l'humanité. Dans la maison de Sonia, Cole observe des photos d'elle et de Jax dans l'armée. Tous deux font partie des forces spéciales et sont amis depuis qu'ils ont découvert qu'ils portent la même marque. Ces recherches de ces dernières années ont visé à localiser des personnes avec ce signe constituant une base secrète de centaines d'images de candidats. Elle lui raconte qu'il y a 7 ans, lors d'une mission, ils ont affronté un individu doté de capacités surhumaines. Jax a été le seul capable de le combattre, et en le vainquant, la marque du dragon s'est transférée sur son corps. D'après leur découverte, il existe plusieurs royaumes au-delà de la Terre. Différentes cultures mentionnent un tournoi de champions, où chaque participant possède cette marque. Sur le mur, Cole aperçoit une peinture de Hanzo. En la fixant du regard, il fait l'expérience de la même vision terrifiante que dans le miroir. Soudain, un bruit attire son attention et Sonia lui révèle qu'elle a un homme enchaîné au fond de la pièce. Il s'agit de Kano, un mercenaire et trafiquant d'armes qui porte lui aussi l'une des marques. Malgré sa dangerosité, ils doivent le garder près d'eux pour percer les mystères du tournoi et assurer la survie des élus avant que les forces d'invasion ne parviennent à les localiser dans leur refuge clandestin. Kano n'est pas né avec sa marque comme Cole. Il l'a obtenue en tuant son détenteur. Il reste donc peu fiable même s'il est utile. Juste avant la fin du récit de Sonia, la lumière s'éteint et un bruit étrange résonne, comme si un énorme reptile se déplaçait rapidement sans être vu. Quelques secondes après, Kano crie de douleur. Sonia tire en direction du mercenaire et parvient à blesser Sisot, un assassin de l'empereur envoyé pour les éliminer. Une balle atteint le visage de la créature et Sonia lui plante un couteau dans le bras. Cependant, Sisot possède une salive corrosive qui fait tout fondre, détruisant ainsi le couteau planté. Il peut devenir invisible et attaquer depuis les angles morts. Remarquant le pouvoir destructeur de l'acide craché par la créature, Kano en profite astucieusement. Il utilise le fluide corrosif pour dissoudre ses chaînes et se libérer. Maintenant, avec le mercenaire en liberté et un assassin invisible rôdant dans l'ombre, le refuge de Sonia devient un piège mortel, où le travail d'équipe est la seule option pour survivre à l'attaque de l'outre-monde. Kano propose d'utiliser une fusée éclairante pour marquer le reptile et suivre sa position. Face au danger, il conclut une trêve pour affronter la créature ensemble. Cependant, en raison de sa force surhumaine et de sa langue rétractile capable de traîner un homme avec facilité, la balance semble pencher en faveur du mal. Juste avant que Sonia ne soit tuée, Kano attaque Sisod et profite d'une ouverture dans sa poitrine pour lui arracher le cœur avec une force incroyable. Le mercenaire tient l'organe encore palpitant dans ses mains, juste le temps de prononcer la phrase mythique « Kano wins ». Peu après, en buvant une bière, Kano reconnaît le temple de Raiden sur une peinture et révèle en connaître l'emplacement exact. En raison de son passé de mercenaire hostile, il demande un paiement. Sonia offre 3 millions de dollars. Le lendemain, ils décollent ensemble. Sonia prend l'avion vers la forêt où se trouve le temple où les champions s'entraînent avant le Mortal Kombat. Pendant le trajet, Cole fait à nouveau des cauchemars avec Hanzo. Mais cette fois, il parvient à voir plus clairement son arme et l'étendue de son immense pouvoir. À leur arrivée à l'endroit exact, ils sautent de l'avion en parachute, et Kano les guide à travers le désert, en avertissant qu'il leur reste 28 km à parcourir à pied pour atteindre le temple. Pendant le trajet, Sonia en a assez des commentaires sexistes de Kano, et décide de lui donner une leçon, lui montrant qu'elle n'est pas seulement un joli visage, mais qu'elle peut lui botter les fesses à tout moment. Entre l'aridité, le manque d'eau et la chaleur incessante, la destination semble hors d'atteinte. Quand le soleil descend, il voit au loin quelqu'un s'approcher pour les saluer. Fidèle à sa nature, Kano dégaine son couteau et tente d'agresser l'inconnu, mais celui-ci, d'un mouvement fluide de ses mains, canalise une énorme boule de feu et la lance contre sa poitrine, le renversant instantanément. Quelques secondes plus tard, le jeune homme se présente comme Liu Kang, élève de Raiden. Sonia lui demande s'il fait aussi partie des champions portant la marque du dragon. Liu Kang leur répond qu'ils ont beaucoup à apprendre avant le tournoi, mais que les leçons n'auront pas lieu ici. Devant cette démonstration de pouvoir, Kano se montre enthousiaste à l'idée d'apprendre à lancer du feu avec ses propres mains. Ils avaient marché dans la mauvaise direction. Kano était plus perdu qu'il ne l'admettait, mais grâce à Liu Kang, ils atteignent le temple. À en juger par les lunes, il reste peu de temps avant le début du tournoi, ils doivent donc se hâter. En arrivant à ce qui semble être une impasse, Liu Kang fait un mouvement avec ses mains et ouvre une porte secrète. L'intérieur est rempli des mêmes peintures que Sonia possédait dans ses recherches, confirmant qu'elle a toujours eu raison. À ce moment-là, Cole observe la peinture du combat entre Sub-Zero et Hanzo.
Il semble entendre ce qui s'est passé, et a une autre vision où Hanzo le supplie de le libérer. Quelques minutes plus tard, Liu Kang les mène à l'infirmerie pour soigner Kano et Jax, encore en vie, mais sans bras. Pas le temps de se lamenter. Ils doivent s'entraîner immédiatement. Mais avant cela, ils sont amenés devant Lord Raiden. Le dieu est profondément déçu. Cole n'a pas gagné un seul combat depuis des mois. Sonya n'a même pas la marque du dragon. Et Kano n'est qu'un voleur que Raiden punit pour avoir volé un médaillon de la salle des trophées, laissant douter de la capacité du groupe à sauver la Terre. Avant que Kano ne puisse s'excuser d'avoir volé le médaillon, Lord Raiden lui lance un puissant éclair d'énergie qui le projette contre le plafond, le laissant inconscient. Ce temps suffit aux autres pour convaincre Raiden de leur engagement. Ils sont prêts à se battre pour le monde, et, dans le cas de Cole, pour sa famille. Cependant, étant les seuls défenseurs présents, les chances de victoire s'avèrent insuffisantes. Peu après, lors de la visite du temple par Raiden, Sub-Zero arrive à l'entrée avec des intentions hostiles. Le froid envahit l'endroit et Liu Kang l'affronte en premier, mais le véritable méchant est Kano. Il esquive sa boule de feu et répond par un coup précis qui glace le sang du moine. Liu Kang n'arrive pas à se libérer de la prise de l'ennemi, et une seconde avant que Sub-Zero ne lui transperce le crâne avec une dague de glace, un chapeau volant apparaît et frappe l'agresseur en plein visage. Kung Lao, cousin de Liu Kang et autre champion de la Terre, apparaît pour la première fois. Tous deux sont prêts à affronter le cryomancien jusqu'à la mort. Mais l'apparition soudaine de l'empereur change la donne, les plaçant dans une situation de nette et dangereuse infériorité numérique et de puissance. L'empereur Shang Tsung ordonne à ses hommes de piller les trophées qu'il désire, réclamant pour lui-même les âmes des champions. À ce moment, Lord Raiden apparaît pour le confronter et lui rappeler que ce n'est pas le moment d'envahir la Terre, car il doit encore gagner le 10e tournoi. Utilisant son bâton, Raiden invoque un bouclier protecteur qui empêche le conflit immédiat, bien que Sub-Zero promette de revenir tout en fixant son regard sur Cole. Liu Kang les emmène sans attendre à la fosse de combat pour découvrir leur arcane et leur pouvoir intérieur. Sonya, n'ayant pas la marque, n'est pas autorisée à entrer. Elle décide de soutenir Jax qui se réveille peu après, découvrant que ses bras ont été remplacés par des prothèses métalliques. Dans la fosse, Cole affronte Kung Lao pour débloquer son potentiel, mais après plusieurs jours d'entraînement, personne ne progresse. Seul Jax montre un léger contrôle sur ses nouveaux membres, loin de retrouver sa gloire d'antan. Cette nuit-là, Kung Lao change de stratégie avec Kano. Sachant qu'il est colérique, il l'insulte plusieurs fois jusqu'à ce que le mercenaire perde contrôle. Juste au moment où Kano est sur le point d'attaquer, son œil droit s'illumine et tire un laser extrêmement puissant, révélant enfin son arcane sous les yeux étonnés des personnes présentes sur la scène. Avec l'éveil de son pouvoir, Kano devient considérablement plus fort et plus rapide, au point que même Cole n'arrive pas à le vaincre. Il est impératif que ce dernier se dépêche d'éveiller son arcane. Mais malgré la raclée qu'il reçoit, rien ne se passe. À ce moment-là, Lord Raiden apparaît pour lui révéler une vérité capitale. Il est le dernier descendant direct de Hanzo Hasashi, l'un des ninjas les plus légendaires de l'histoire. La Terre a besoin qu'il récupère son héritage, ou tout le monde sera condamné. Cependant, Cole ne se sent pas prêt. Il est incapable de chasser sa famille de ses pensées. Face à cette faiblesse, Raiden prend la décision drastique de le bannir. Incapable d'éveiller son pouvoir, sa mort est inévitable. Il désactive donc le champ de protection pour le laisser partir. Pendant ce temps, Shang Tsung cherche inlassablement un moyen de détruire le bouclier de Raiden et d'anéantir les champions. Au moment où il s'apprête à partir, le redoutable Goro décide de rejoindre l'avant-garde. Cette même nuit, Kabal, un ancien compagnon de Kano qui sert désormais les méchants, apparaît avec une offre tentante. Il lui propose de choisir une somme d'argent qu'il triple, promettant cette fortune s'il fait tomber le mur protecteur de l'intérieur et trahit les défenseurs de la Terre. Juste au moment où Cole est transporté chez lui par un éclair de Raiden, un fracas retentit dans la grange. Simultanément, Kano utilise son laser pour détruire le sceptre de Raiden et faire tomber le champ de protection. Cela permet à l'obscurité d'envahir le temple et à Shang Tsung d'arriver avec ses guerriers pour tous les exécuter. Cependant, le combat le plus crucial a lieu dans la cabane de Cole, où le prince Goro sort de la grange, prêt à attaquer. Si Kung Lao l'a aisément surpassé, on imagine mal à quoi s'attendre face à une créature à 4 bras dotée d'une force surnaturelle. Pendant ce temps, les champions affrontent les hordes de l'outre-monde et commencent à perdre du terrain rapidement. La seule qui n'a pas été complètement vaincue est Sonya, même si elle n'a pas la marque. Elle possède le courage nécessaire pour affronter les ennemis. Cependant, Mileena se montre bien plus agile et la poignarde à l'épaule. Après avoir goûté son sang, Mileena montre du dégoût en remarquant qu'il n'a pas le goût d'une élue, et la laisse à terre, la jugeant insignifiante. À cet instant, Kano apparaît pour se venger des mauvais traitements précédents, et la jette violemment dans le vide, la faisant tomber avec Jax dans une petite fosse tandis que le chaos s'empare des lieux.
dans la zone de combat principale. Lao attaque l'empereur de son propre chef, mais celui-ci ordonne à son assassine ailée de le frapper depuis son angle mort. Après quelques secondes de concentration, Kung Lao anticipe l'attaque et réalise le premier fatality du film, utilisant son chapeau comme scie pour couper la créature en deux. Dans sa cabane, Cole manque d'être écrasé par Goro. Sa femme attaque le géant avec une hache, mais il la repousse d'un coup de poing. Goro la projette au loin, mettant sa vie en grave danger. En voyant sa famille au bord de la mort, quelque chose s'éveille à l'intérieur de Cole et une armure dorée se matérialise sur son corps. Le coup suivant de Goro n'est plus dévastateur, car les dégâts sont répartis sur la structure métallique, rendant le combat beaucoup plus équilibré. Dans son mouvement suivant, Cole parvient à fracturer l'un des bras de Goro et à le mettre à terre. Cependant, le géant remet son membre en place et se prépare pour la deuxième manche. Chaque coup que Goro porte contre l'armure semble la charger d'une énergie vibrante qui afflue vers les poings de Cole, renforçant ses contre-attaques de façon surnaturelle alors qu'il se prépare à en finir avec le prince des Shokan. D'un uppercut surprenant, Cole fait reculer Goro qui commence à saigner. Le géant assène un coup quadruple sur la poitrine et l'armure se charge d'énergie, faisant apparaître une paire de tonfas. Cela démontre que plus notre protagoniste se bat, plus il devient fort. Ses armes possèdent une lame impressionnante, et d'un mouvement précis, Cole sépare l'un des bras du corps de Goro. Le géant recule, confus, mais Cole ne le laisse pas s'échapper. Il continue l'attaque et blesse gravement Goro, puis lui transperce le crâne avec son poignard quand il tombe à genoux. Le géant meurt et la famille de Cole est sauvée. Cependant, dans le temple, Sonia est coincée sous un énorme rocher, et seul Jax peut l'aider, bien que ses prothèses actuelles soient trop fragiles pour supporter un tel poids. À cet instant, son arcane s'éveille. Ses bras faibles se transforment en puissants membres métalliques dotés d'une force colossale qui soulèvent le rocher sans effort. Raiden est témoin du nouveau pouvoir de Cole et ouvre un portail pour le ramener au temple. La bataille continue, et l'empereur Shang Tsung doit répondre de ses actes, tandis que les défenseurs de la Terre préparent la contre-attaque finale. Pour obtenir la victoire définitive, les défenseurs doivent se regrouper en gardant le tournoi en ligne de mire. Cependant, alors que les champions de la Terre allaient être transportés par Raiden, Sub-Zero attaque Cole et le fait violemment sortir du portail. Kung Lao se jette pour le sauver, mais il est intercepté par l'empereur Shang Tsung, qui lui aspire l'âme sans aucune pitié. Ce sacrifice permet au reste de l'équipe de s'échapper, même si Liu Kang est dévasté par la mort de son cousin. Pour l'affrontement final, le seigneur Raiden remet à Cole la lance de son ancêtre, une arme qui entre ses mains possède un potentiel légendaire. Sachant qu'ils ne peuvent vaincre avec les règles traditionnelles face à la puissance ennemie, Raiden choisit de diviser les forces. Il utilisera son pouvoir pour les transporter dans différents lieux et forcer des combats individuels. Jax est envoyé dans l'outre-monde pour mesurer sa force brute contre Reiko, tandis que Sonya est chargée de régler ses comptes et de vaincre Kano. De son côté, Liu Kang et Cole affrontent Kabal et Mileena dans un combat en duo. Quant à Sub-Zero, ils savent que personne ne peut l'affronter seul, alors ils décident de le garder pour la fin. Les survivants des duels précédents devront unir leurs forces pour jouer le destin du monde contre le guerrier le plus puissant de tous. Voici une suite de combats brutaux. Jax bat Reiko avec facilité grâce à ses nouveaux points, et exécute un fatality dévastateur en écrasant le crâne du méchant d'une claque surpuissante. Pendant ce temps, le combat entre Sonya et Kano a lieu dans l'ancienne caravane de ce dernier. Elle utilise la discrétion et sa connaissance du terrain pour éviter que le laser ne la touche. Finalement, Sonya parvient à lui transpercer le crâne avec un nain de jardin. À cet instant, la marque du dragon se transfère sur son corps, même si elle garde la révélation de son propre arcane pour plus tard. D'un autre côté, le combat en duo atteint son apogée lorsque Liu Kang invoque un colossal serpent de feu, réussissant ainsi son propre fatality contre Kabal. Cependant, Cole a de sérieux problèmes pour vaincre Mileena, jusqu'à ce que Sonya apparaisse au bon moment et tire un rayon d'énergie de ses mains qui transperce complètement l'assassine. Le plan semble réussi, mais la situation prend une tournure sombre quand Sub-Zero apparaît avec le bracelet d'Emily. Cole tombe dans le piège, franchit le portail et doit l'affronter en duel. De l'autre côté, il est transporté dans un gymnase complètement gelé, où il découvre sa femme et sa fille piégées dans des blocs de glace, attendant d'être sauvés avant que le froid ne les consume. Dès sa première attaque, Sub-Zero comprend le fonctionnement de l'armure. À chaque accumulation d'énergie, il applique des rafales de glace pour la dissiper, détruisant armes et stratégies de Cole. Son seul but est d'éradiquer la lignée de Hanzo Hasashi une bonne fois pour toutes. Cependant, juste avant d'asséner le coup final, le harpon emblématique de Scorpion transperce son épaule, et la phrase mythique « Get over here » résonne enfin dans ce lieu glacé.
Hanzo est revenu des enfers pour venger sa famille, entamant un duel de ninja avec des épées d'acier et de glace, où Scorpion prend l'avantage grâce à sa fureur incandescente. Dans une contre-attaque magistrale, Sub-Zero blesse grièvement Scorpion à l'abdomen, attrape le sang dans l'air, le gèle instantanément et le transforme en poignard pour le poignarder dans le dos. Après avoir projeté son rival contre un immense mur de glace, le combat semble équilibré et mortel. Cependant, en comprenant que la seule façon de libérer sa famille est d'éliminer le cryomancien, Cole s'allie à Hanzo pour lancer une offensive coordonnée, attaquant Sub-Zero sous plusieurs angles dans un effort désespéré pour mettre fin au cauchemar. Le descendant et l'ancêtre attaquent à l'unisson, renversant le méchant qui se débarrasse de son armure lourde pour gagner en mobilité. Cela le rend vulnérable et Cole le poignarde à la poitrine. Une seconde plus tard, Scorpion le transperce avec son harpon et lui inflige une blessure mortelle. Pendant que Cole met sa famille en sécurité, vient le moment de l'exécution finale pour venger les Hasashi. Hanzo lui explique qu'il y a des siècles, le feu des enfers l'a banni. Mais au lieu de se consumer, il a appris à maîtriser les flammes. Aussitôt, il enlève son masque et crache une puissante gerbe de flammes directement sur Sub-Zero, le réduisant en cendres. Avant de partir, Hanzo remercie Cole de l'avoir libéré et lui confie la protection de sa lignée. Mais à peine parti, l'empereur Shang Tsung apparaît et prévient que ce n'est pas fini. La mort n'est qu'un autre portail. Les corps de ces guerriers tombés sont transportés dans l'outre-monde pour être ressuscités, encore plus puissants. Avec un score de 9-1 en faveur de l'outre-monde, le seigneur Raiden annonce que de nouveaux champions ont été choisis. La mission de l'équipe sera de les trouver et de les préparer pour le prochain combat mortel. Le film se termine sur un plan d'une affiche de cinéma mettant en vedette une star déjà nommée Johnny Cage.